Madame, Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal sur Monaco Info. Voici le sommaire de ce lundi 4 décembre. Le Monaco Collectif Humanitaire a fêté ses 15 ans au Sénégal, l'occasion de rappeler la révolution que ce collectif a permis dans la prise en charge des enfants atteints d'une maladie cardiaque. Reportage de notre envoyée spéciale Patricia Navarro à découvrir dans un instant. Le 4 décembre, tous les pompiers célèbrent leur sainte protectrice, la Sainte Barbe. Nous avons profité de cette fête annuelle pour recevoir ce soir Maxime Ivrard, le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Nous aborderons notamment avec lui les temps forts de l'année 2023 pour ses troupes. Ensuite, nous ouvrirons une page de sport avec de bonnes nouvelles et la victoire des Monaco Impis lors de l'Emirates Dubai Sevens, mais aussi celle de la Rocket Team dans un beau choc face à Paris qui confirme incontestablement sa première place dans le championnat de Betclic Elite. L'association Monaco-USA fête ses 50 ans. Voulu par la princesse Grace, ce groupement d'Américains résidant à Monaco est primordial pour toute une communauté. Rencontre avec l'une de ses membres, Merily Lustig-Tornator. Direction ensuite l'avant-dernier concert de l'année pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un concert consacré à Ravel et qui a finalement réservé des surprises aux mélomanes présents à l'auditorium Régnier 3. Et pour finir, notre série intitulée « Ceux qui font Monaco continue ». Ce soir, nous découvrirons la boutique Marie Dentelle, parfaite en cette période d'achat des cadeaux de Noël. Mais nous débutons cette édition avec ces images de la réunion qui s'est tenue ce matin pour préparer la 46e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Elle aura lieu du 19 au 28 janvier 2024, l'occasion de fêter les 50 ans d'existence du plus grand festival de cirque au monde. Dernier volet de notre série de reportages consacrés au déplacement d'une délégation des relations extérieures et de la coopération au Sénégal. Le Sénégal qui est l'un des principaux pays d'intervention pour Monaco. Le point d'orgue de cette mission aura été la célébration des 15 ans du Monaco Collectif Humanitaire. Et elle fut très symbolique puisqu'elle a eu lieu à Dakar où l'on opère désormais plus fréquemment les enfants souffrant de pathologies cardiaques. Reportage sur place de notre envoyée spéciale Patricia Navarro. C'était en 2008, il y a 15 ans, le prince Albert II fêtait son 50e anniversaire. Et pour seul cadeau, le prince émit le souhait que des fonds soient collectés pour permettre de financer le transfert d'enfants ne pouvant pas être opérés dans leur pays d'origine. Depuis cette date, 515 enfants ont été ainsi pris en charge à Monaco grâce à une grande chaîne de solidarité allant des médecins aux familles d'accueil en passant par les accompagnateurs ou les responsables de la logistique. 2008 a été une révolution dans la prise en charge des enfants cardiaques au Sénégal. C'est pour ces 50 ans, 50 interventions gratuites, tout frais compris, ont été offerts à des enfants africains et le Sénégal en a beaucoup profité. C'est une chaîne de solidarité qu'on essaie de maintenir à des enfants qui sont opérés depuis 15 ans. Mais avec lesquels on est ensemble. Effectivement, on est en famille, parce que tout est organisé pour que cette solidarité reste. Les sourires et la belle santé des enfants sénégalais, tout spécialement réunis pour cet anniversaire au Cercle de Lion à Dakar, sont là pour témoigner de la réussite du collectif. Abibatou a été l'une des premières enfants à avoir été transférée à Monaco en 2010. Elle a aujourd'hui 25 ans et vient de devenir maman. Ça a changé ma vie d'une manière que j'ai eu à poursuivre mes études jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat, mais aussi j'ai eu à avoir mon diplôme de délégué médical et vendeur en pharmacie. Maintenant, je suis une mère et je me suis mariée. J'ai une petite princesse, et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais aux généreux mécènes qui financent le Monaco Collectif Humanitaire? Je dirais que je les remercie du fond du cœur. Parce que c'est grâce à eux que je mène ma vie. Si ce n'était pas eux, bon, je ne pense pas que je serais là à parler de ce que j'ai vécu. 15 ans plus tard, un nouveau tournant a été pris. Les acteurs de la santé de chacun des pays ont vu leur capacité d'intervention renforcée et les structures de santé ont bénéficié aussi de programmes de financement, si bien qu'aujourd'hui, la plupart des enfants qui ne pouvaient pas être opérés chez eux le sont désormais.
C'était un souhait dès les premières années de pouvoir après opérer localement tout en continuant bien sûr les accueils à Monaco pour des pathologies qui ne sont pas opérables dans les pays. Et la crise Covid nous y a beaucoup aidé puisque les accueils se sont stoppés à Monaco et on a dit allez on se lance. Et on a eu la chance d'avoir un beau partenaire, la chaîne de l'espoir, qui nous a accompagnés, des centres de soins de référence dans les 4 pays, à Madagascar, au Mali, au Burkina Faso et ici au Sénégal, qui le centre Como est un centre de référence. Et on voit clairement que les compétences locales sont très à la hauteur. Et le coût bien moins élevé d'une opération à Dakar laisse entrevoir bien plus d'opérations à l'avenir. C'est super parce que finalement, une opération à Dakar coûte à peu près 5 fois moins cher qu'une opération à Monaco. Donc ça veut dire qu'on peut opérer 5 fois plus d'enfants. Ça, c'est formidable. Avec les acteurs de terrain, 16 associations monégasques se sont mobilisées pour assurer la pérennité et la réussite du projet. Et l'objectif de départ, qui était de financer 50 opérations pour marquer les 50 ans du prince Albert II, a été très largement dépassé. Le 4 décembre, c'est la fête chez les pompiers. La Sainte-Barbe est un véritable temps fort de l'année pour les sapeurs-pompiers de Monaco. Nous avons profité de ce moment où l'on se retrouve pour partager avec Maxime Ivrard tous les événements qui ont marqué 2023. Mais nous allons aussi parler d'avenir avec de beaux projets attendus à moyen terme en principauté. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors quels ont été les temps forts de la matinée de cette journée de la Sainte-Barbe ? Alors les temps forts, comme traditionnellement nous avons la messe de la Sainte-Barbe qui a été officiée cette année par Monseigneur l'archevêque David. Puis après nous avons le discours du chef de corps qui remercie l'ensemble des services partenaires et qui présente un petit peu l'activité de l'année écoulée au niveau opérationnel, mais également au niveau organique. Et puis après, il y a un cocktail pour permettre à toutes les personnes qui sont là de passer un peu de temps avec nous pour échanger. Je profite évidemment de votre présence pour aborder un petit peu plus globalement l'actualité de la compagnie cette année. Alors, quels ont été les grands temps forts pour l'année 2023 ? Alors les grands temps forts, ce qu'on peut noter, c'est effectivement une augmentation encore cette année de l'activité opérationnelle et notamment sur les interventions importantes qui a eu lieu toute cette année. Donc beaucoup une activité opérationnelle soutenue et un audit de performance en cours afin de dimensionner le corps pour les 10 prochaines années, puisqu'on se repose la problématique sur le dimensionnement du corps avec l'évolution du territoire, l'évolution des risques en principauté, afin que le service d'incendie et de secours de la principauté soit toujours avec un très haut niveau de performance et de qualité de service. Vous avez aussi, il faut le noter, accueilli dans vos troupes la première femme sapeur-pompier de Monaco. On a pu d'ailleurs la découvrir sur notre antenne. Comment s'est passée son intégration ? Écoutez, son intégration s'est très bien passée. Le sapeur Gorgone que vous avez eu effectivement en entretien a très bien réussi son intégration. Tout au long du cursus de formation, elle a toujours été à la hauteur. Elle mérite d'être sapeur-pompier à Monaco. Donc aujourd'hui, ça se passe bien. Et puis, il n'y a pas de différence ni pour nous, ni pour les requérants qui vont voir arriver sur les lieux d'une intervention une femme sapeur-pompier. Dans la profession, les femmes sont acceptées, je dirais, en France depuis plusieurs dizaines d'années en principauté. Ça vient d'arriver. Je trouve ça très bien. C'est l'avenir. Elles ont toutes leur place. Encore une fois, c'est une question de compétences et les dames peuvent avoir les compétences pour être sapeurs-pompiers aujourd'hui sans aucun souci. Un mot également sur la nouvelle caserne qui devrait ouvrir ses portes. Où en est ce projet justement ? Alors c'est un projet qui est toujours, je dirais, dans les cartons, puisqu'en fait il fait partie d'une opération tiroir au niveau de l'Annonciade. Donc encore une fois, ce n'est pas un projet qui est sur du court terme, on est plutôt sur une échéance à 10 ans. La caserne des sapeurs-pompiers et la caserne des carabiniers est toujours dans les projets. Maintenant, il faut dimensionner correctement ces nouvelles infrastructures, puisqu'en fait, c'est des investissements importants et il ne faut pas se tromper, d'autant plus que c'est un territoire sur le côté est de la principauté qui, pour nous intéresse énormément, puisque c'est l'endroit où on met le plus longtemps pour se rendre en intervention. On a parlé un petit peu des projets, de vos volontés sur le long terme. 2024 arrive à grands pas. Que souhaitez-vous pour la caserne pour cette nouvelle année ?
Eh bien, écoutez, déjà, je souhaite de garder l'ambiance qui règne au sein du corps actuellement. J'ai de la chance d'avoir des militaires très motivés, passionnés par leur métier. De toute façon, c'est un métier de passion. Il n'est pas concevable d'imaginer de faire sapeur-pompier au regard des contraintes et des risques si on n'est pas passionné par ce métier. J'espère qu'on va également avancer vers ce gros projet d'avenir qui permette à tout le monde également de voir que le corps va grandir, va continuer à se former. Donc je dirais que c'est une belle année qui se présente. Les monégasques et les résidents et la population monégasque peut compter sur son corps de sapeurs-pompiers pour intervenir à la demande. Merci beaucoup à vous, Maxime Ivrard, d'avoir été présent sur notre antenne. Et encore une fois, bonne Sainte-Barbe à tous les pompiers de Monaco. Merci Julia, bonne soirée. Retour à présent sur la victoire des Monaco Impies à l'Emirates Dubai Sevens. Nous vous en parlions déjà hier sur notre antenne. Les Monégasques ont battu en finale le Nissa Seven 29-12. C'est la première fois que les Monaco Impies remportent ce trophée tant convoité. Un succès en plus obtenu en présence du prince Albert II. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Hugo Comassa. Un derby azuréen en plein cœur du désert de Dubaï. L'affiche peut surprendre et pourtant c'était bien la finale du tournoi Open International de l'Emirates Dubai Sevens. Non loin du terrain principal où se déroulait la première étape du Seven Series, les Monaco Impies étaient opposés au Nissa Seven dans un duel pour le titre. L'équipe, créée sous l'impulsion de la princesse Charlène avec la Fédération monégasque de rugby, cherche à soulever ce trophée tant convoité depuis plusieurs années déjà. Fort de leur succès en avril dernier au Melrose Sevens, le plus ancien tournoi de rugby à 7 au monde, les Monaco Impies étaient conditionnés pour ramener cette coupe en principauté. Les Monégasques n'ont laissé aucune chance à leur adversaire, des opposants vaillants, une équipe qui participait pour la première fois à l'Emirates Dubai Sevens. Les joueurs de Nicolas Bonnet s'imposent 29-12 et laissent éclater leur joie. Que du bonheur, ça fait 8 mois que je suis avec les Impies. Et franchement, gagner un tournoi comme ça, en sachant combien de fois ils ont galéré avant, c'est que du plaisir. Et ça se voit sur les visages des mecs. I can't believe we won it. I think 6th time here at Dubai and we finally got the win. It means so much to everyone. It was a tough final against, another local team. But yeah, we did it and so great to do it. Les Monaco Impies auront pu compter sur le soutien de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, présent à Dubaï pour la COP28. Le prince souverain avait tenu à être présent pour assister à cette finale et à ce titre qui représente beaucoup pour l'équipe. 6 ans de travail, 7 ans de travail avec Gareth, je suis surtout content pour lui aussi, tous les efforts qu'il met dans cette aventure, la fondation, la Fédé. On fait une année 2023 pas trop mal avec victoire à Melrose, victoire à Dubaï, montée de l'équipe nationale en deuxième division européenne. Voilà, on travaille pour avancer, pour faire avancer les choses. L'échec de l'an dernier est désormais plus qu'un mauvais souvenir. Ce trophée salue aussi la bonne santé du rugby en principauté, car sur le terrain, 5 joueurs représentaient la Fédération monégasque de rugby et 3 sont issus du club de l'AS Monaco. C'est d'ailleurs le socle de cette équipe des Impies, la transmission entre les joueurs monégasques et les internationaux, preuve que le programme soutenu par la Fondation Princesse Charlène porte ses fruits. Retour en principauté avec en basket le choc de la 14e journée de Betclic Elite hier soir à la salle Gaston Médecin. La Roca Team leader recevait Paris, son dauphin. Et une chose est sûre, Monaco a envoyé un message avec une grosse victoire 84-62. Retour sur ce match avec Justin Hadel, Frédéric Elion et Arnaud Humbert. Tout le monde attendait le choc entre le leader monégasque et son dauphin parisien. Il n'y a pas eu photo dimanche soir à Gaston Médecin. La Roca Team a livré un gros match et envoyé un message en affirmant encore un peu plus sa domination en championnat. Dans le sillage, encore une fois, d'un grand Mike James, 22 points. Monaco démarre fort, 10-2 après 5 minutes, 23-9 à la fin du premier quart-temps. L'écart monte à plus 18 sur ce panier de James en mode funambule. Porté par TJ Shorts et ses 13 points, Paris revient à moins 10 à la mi-temps, 44-34. Malcolm ramène Paris à moins 4 sur ce tir à 3 points en première intention.
Mais Monaco va augmenter l'intensité, notamment après l'expulsion de Lloyd, et éteindre le retour parisien. Le Paris Basket, deuxième meilleure attaque du championnat, est limité à seulement 62 points. En face, Okobo, 15 points, et Blossom Game, 14, trouvent de l'adresse longue distance. 84 à 62, Monaco est bel et bien le patron en championnat. C'était important pour nous d'avancer notre place de premier. En fait, c'était ça le but, de ne pas les rapprocher de nous et qu'on reste premier justement parce que, comme vous l'avez dit, on va avoir un calendrier chargé et si ce genre de match on peut les prendre pour qu'à la fin de l'année ça nous aide, voilà, c'est important pour nous. Je pense qu'on a surtout pas débuté le match avec le bon esprit. On a beaucoup subi dans le premier quart-temps, on a réagi dans le deuxième. Mais c'est clair qu'avec des équipes de ce calibre-là, c'est très difficile de rectifier le tir quand tu commences le match comme on a fait. Quand j'ai vu qu'on a commencé le match avec 10-2, qu'on n'a rien donné de facile, je savais qu'on allait envoyer un bon message. Donc voilà, c'était important pour nous, comme vous l'avez dit, de montrer qu'il y a un niveau entre eux et nous. Toujours invaincu à domicile, la Roca Team fait le trou au classement et possède désormais 3 victoires d'avance sur l'Asvel et Paris. Et après cette belle copie en Betclic Elite, la Roca Team reprend le chemin de l'Euroleague dès demain. Un déplacement et un gros match face aux Partizan Belgrade attendent les Rouges et Blancs. Coup d'envoi prévu à 20h30. On vous en reparlera évidemment sur Monaco Info. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la création de l'association Monaco-USA. Ce rendez-vous de la principauté pour les résidents d'origine américaine a été voulu par la princesse Grace en 1973. Parmi ses membres, nous recevons ce soir Merily Lustig-Tornator. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous parler de l'anniversaire de l'association Monaco-USA. Alors pour commencer, quelle est concrètement sa mission ? Sa mission, c'est d'associer les Américains, les Monégasques, les personnes de toutes, les anglophones surtout, de pouvoir se mettre ou bien pour faire un réseau social ou un réseau de travail et pour se connaître. Combien y a-t-il justement d'Américains en principauté aujourd'hui ? J'ai regardé, il y a 366. Et quand j'ai regardé il y a quelques années, il n'y avait que 317. Alors ça, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on augmente. Quels sont les grands événements organisés tout au long de l'année, justement, qui vous permettent finalement de vous retrouver et d'échanger ? Fight AIDS, on est en train de travailler avec eux, de les aider si possible. On a fait une excursion il y a quelques années à Ventimille, dans la vieille ville. Mais aussi, il y a Fondation Princesse Charlène, il y a Top Marks, le festival de télévision, on fait ça. Justement, rappelons-le, cette association Monaco-USA a vu le jour grâce à la princesse Grace qui voulait vraiment qu'il y ait des liens forts entre son pays natal et la principauté. Il y avait aussi, il faut le dire, et vous avez un petit peu précisé tout ça, mais une vraie vocation caritative, humanitaire pour aider les autres. Absolument, absolument. Et c'est très touchant, c'est très intéressant d'être une partie de ça. C'est émouvant et c'est très américain aussi, on se sent parmi nous, c'est bien. J'avais dit une fois que quand j'entends, moi je suis ici depuis 40 ans, et quand j'entends l'hymne national de Monaco et l'hymne national de Star Spangled Banner, j'ai les mêmes frissons, ça fait la même chose. Et c'est surtout à cause de Monaco USA ça, parce qu'on est ensemble, on sait qu'on est ensemble. Un mot également, parce qu'on le sait, vous êtes une communauté vraiment très soudée. Vos membres ont aussi dû faire face à la disparition d'autres membres qui comptaient beaucoup pour l'association. On a perdu des personnes qui nous ont été tellement chères. C'est des douleurs que, heureusement, on peut les partager ensemble. Alors c'est magnifique ça, c'est très très bien. Oui, on a perdu du monde. Je pense à Kate comme notre meilleure amie. On a perdu notre meilleure amie. C'est important on ne l'oublierait jamais, elle est magnifique. Elle est encore avec nous. Un mot sur ce qui est prévu finalement pour l'année 2024 qui arrive à grands pas. On va faire des fêtes de 4 juillet, bien sûr. Il y a toujours ça. On va être, bien sûr, il y aura le festival de télévision. On va être en train d'encourager ça. Il y a le Streaming Festival, peut-être ils vont refaire ça aussi. Et bon, personnellement, moi, je veux parler de quelque chose que j'ai fait maintenant 3 fois. Et c'est de Tunnel to Towers. C'est une course à New York.
Et l'année passée, on avait 3 membres de Monaco USA à New York qui ont fait 5 km. Et l'année prochaine, j'ai déjà 6 personnes qui sont intéressées à le faire. Ça, ce n'est pas Monaco, mais c'est Monaco USA. Et ça compte. Et on le fait avec ce même cœur. Merci beaucoup à vous, Merily Lustig-Tornator, d'avoir été présente sur notre antenne pour nous parler des 50 ans de l'association Monaco USA. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi. En ce mois de décembre, Mission Enfance organise une grande braderie les 5 et 7 décembre. Elle aura lieu au siège de l'association 19 avenue des Papalins. Mission Enfance vous proposera ainsi une sélection d'articles de seconde main préparés par les bénévoles qui seront peut-être les cadeaux parfaits à offrir à vos proches. La somme récoltée lors de ces ventes sera utilisée pour soutenir les programmes humanitaires de la mission au Burkina Faso. La MAPI se prépare aussi à son grand événement de l'hiver. Le mercredi 6 décembre aura lieu la journée portes ouvertes de Noël de 9h à 16h30. À cette occasion, de nombreux paniers de Noël seront proposés, comme le panier délices, le panier gourmet ou encore le panier excellence. L'un d'entre eux ravira forcément vos fêtes de fin d'année, alors profitez-en. Rebondissement hier soir à l'auditorium Régnier 3 à l'occasion d'un programme consacré à Ravel. Nelson Gorner n'a pas pu assurer le concert et a été remplacé au pied levé par un jeune violoniste prodige, Daniel Lozakovic. Ce grand musicien était, rappelez-vous, en 2021, l'artiste résident de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Reportage sur place signé José Sacré et Alban Gingembre. Le public n'a pas perdu au change. Dimanche 3 décembre, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, le violoniste finlandais Daniel Lozakovic a tout simplement été prodigieux dans le concerto numéro 3 pour violon et orchestre de Saint-Saëns. He had something special as a human being. Yes, such an open mind. He can see the many views through music, which not everybody can see like that. Yeah, so great. It's incredible, the top of the top level. Yes, I love him so much. I'm no genius. Saint-Saëns is the genius. He is the greatest guide. All the composers are the genius. I am the server. What I really feel good about in Monaco that actually most of the public comes for the first time to classical music, and it changes their perspective of what immortal music is. That is much more above, and they come here to really cleanse their soul, and I feel that there is a specific curiosity when they come and experience this play with silence. Silence total suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Quel concert! Dimanche prochain, le 10 décembre à 18h, aura lieu le dernier concert de l'année 2023 avec la symphonie numéro 5 de Schubert et un concerto pour piano, l'Empereur de Beethoven. Ceux qui font Monaco, c'est aussi découvrir des boutiques qui vous réservent bien des surprises, notamment pour faire vos cadeaux de Noël. Alors dites-nous en plus, Christine Datomel. C'est l'endroit où si vous cherchez un trésor, vous êtes sûr d'en trouver un. Je vous emmène aujourd'hui dans une caverne d'Ali Baba, chez Marie Dentelle. Avant d'être à Monaco, j'étais sur Valence. Et Marie Dentelle, elle est née d'un rêve en fait. D'abord le nom, je l'ai rêvé. J'ouvrais une boutique et je ne savais pas du tout comment l'appeler. Donc j'avais des idées, mais rien de vraiment défini. Et une nuit, ça m'a réveillée. J'ai rêvé Marie Dentelle, je me suis vite levée, je l'ai écrit et c'est resté Marie Dentelle. Et j'ai eu donc 3 boutiques qui se sont appelées toutes les 3 Marie Dentelle.
Alors là, le magasin est ouvert depuis quelle année? Ouh là là, depuis, ça va faire 28 ans. Et alors, chez Marie Dentelle, on peut te trouver? De tout. Alors, c'est quoi? Comment vous vous inspirez pour remplir votre boutique? Parce qu'il y a vraiment de tout. Bah écoutez, moi j'aime les belles choses, donc je veux dire, je fais les salons, les représentants viennent me voir et donc je réagis un petit peu au coup de cœur. Et en fait, si vous voulez, lorsque je fais mes achats, je me mets à la place du consommateur en me disant ça, est-ce que tu l'achèterais? Ouais, c'est beau, mais ça coûte trop cher, donc non, ça je prends pas de risque. Après, c'est avec l'expérience. Au départ, j'ai fait des erreurs et j'ai rempli ma maison de choses que j'aimais et que je ne vendais pas. Et maintenant, après, avec l'expérience, on fait autrement. On fait aussi du commercial, on sait ce qui plaît. Je connais bien mes clientes, donc quand je commande quelque chose, des fois, je pense à elles. Et alors, l'article phare chez Marie Dentelle? Oh, il n'y a pas vraiment d'article phare. Enfin, il y a des choses qu'on vend toujours très bien. Par exemple, comme les senteurs, c'est un petit peu mon épicerie. Et vu que c'est du consommable, les gens reviennent. Mais autrement, non, il n'y a pas vraiment d'article phare. Tablier, tasses, bougies, peluches, tirelire, décoration de Noël. Chez Marie Dentelle, vous pouvez tout trouver et pour toutes les bourses. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Et attention, pour vos cadeaux de Noël, Marie Dentelle vous ouvre ses portes tous les jours durant le mois de décembre. Eh bien, c'est noté pour nous, Christinda. Merci en tout cas pour toutes ces idées cadeaux. Avant de refermer ce journal, j'ai le plaisir de vous annoncer que de nouveaux épisodes des podcasts de Monaco Info sont disponibles. Hugo Mikalev, Camille Gottlieb et Jean-Louis Etienne se sont livrés au micro de Geneviève Berthy. Nous retrouvons tout de suite Vanessa Dessy pour découvrir vos prévisions météo pour ce mardi 5 décembre. Bonsoir Vanessa, le temps sera-t-il meilleur qu'aujourd'hui ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour en principauté, même si quelques nuages pourraient être présents durant la journée. Les températures oscilleront de 7 à 11 degrés. Le soleil se lèvera à 7h46 et se couchera à 16h55 et nous fêterons les Géraldes. Hier, vous avez pu découvrir dans le 1830 un reportage consacré à la danse inclusive, en collaboration avec les ballets de Monte-Carlo et la compagnie 6e Sens. Un stage de danse inclusive a été en effet organisé à l'occasion de la Journée mondiale du handicap. Notre photographe Stéphane Dana a assisté aux répétitions de ce beau projet et les clichés, vous allez le voir, sont très émouvants. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités en principauté. En attendant, très belle soirée à vous.